sur le site de France Diplomatie. On apprend que la France, le 9 novembre dernier, a signé un chèque de 100 millions d'euros pour, je cite, financer la crise humanitaire à Gaza. Soyons clairs, la France, c'est Emmanuel Macron. Il a le chéquier. Et sans l'aval du Parlement, sans l'accord des Français, il sort 100 millions d'un compte en banque qui accuse une dette de 3 500 milliards d'euros. Appelons ça le fait du prince. En 2024, c'était déjà 100 millions, toujours pour Gaza. En 2023, c'était encore 100 millions, et toujours pour Gaza. Et en 2025, ça continue. Alors ça pose quand même un souci. On n'a plus un sou, on explique qu'il faut faire des économies, et on balance des sommes folles, j'allais dire un pognon de dingue, pour aider Gaza. Pourquoi pas? Mais qu'au moins qu'il existe un contrôle, que le président ne décide pas seul, sans aucun contre-pouvoir. Quand on regarde où passe l'argent des Français, c'est juste effrayant. Au nom de quoi les étudiants étrangers sur le sol de France ont-ils droit aux APL, l'aide personnalisée au logement? Alors je ne vais pas multiplier ici les exemples, j'ai bien conscience que je tiens le mauvais rôle. Ce qui se passe à Gaza est terrible, comme en Ukraine d'ailleurs, où de la même manière, on déverse des sommes importantes. Mais imaginez une famille, un père, une mère, qui financerait les voisins et oublierait leurs enfants. Il me semble qu'il y a un minimum de bon sens à respecter. Emmanuel Macron dépense l'argent des Français alors que les caisses sont vides. Chacun jugera de l'opportunité d'une telle générosité. Et André Valigny, qui va encore peut-être passer un mauvais moment ce vendredi matin, parce que je vous voyais pendant que je lisais cela, alors vous vous disiez, bah oui, il a raison. Je préparais ma réponse. Non mais vous vous disiez, il a raison. Mais non. Mais c'est parce que, en fait, il y en a marre. Je peux pas vous dire autre chose. Il y en a ras-le-bol, en fait. On peut pas dire aux gens qu'il n'y a pas d'argent. On peut pas, c'est plus possible, André. Je voudrais répondre 2 choses à ce que vous avez dit. D'abord, quand vous dites qu'il n'y a pas de contrôle, c'est faux, parce que l'argent en question, les 100 millions d'euros, ils sont dans le budget de l'État qui est voté par le Parlement. Donc le président n'a pas une cassette personnelle dans laquelle il pourrait puiser comme ça. C'est un budget voté par le Parlement, contrôle a priori, contrôle a posteriori. Et puis la deuxième chose, est-ce que ces 100 millions d'euros sont uniquement destinés, enfin directement destinés à Gaza, ou à un fonds multilatéral? À Gaza. Oui, mais dans un fonds multilatéral, géré par l'ONU. Mais oui, géré par l'ONU. Non, oui. ça c'est... Non, mais la vraie... Si on est pour arrêter toute aide humanitaire à l'Ukraine et à Gaza, autant le dire carrément. Mais oui, mais la vérité, oui, puisqu'on n'aide même pas nos agriculteurs. Mais si on les aide... Enfin, on n'y arrivera pas. Mais moi, je vous assure, je me dis parfois, j'ai gardé un pouvoir d'indignation au grand âge qu'est le mien, je me dis, mais pourquoi moi je pense ça? En fait, c'est une question de bon sens, et que les autres ne pensent pas ça. Parce que pourquoi plus Gaza que le Soudan? C'est ça que je voudrais que vous me disiez. Je pense qu'on doit aider le Soudan. Oui, mais alors on aide tout le monde. Mais ça fait partie de l'aide humanitaire internationale à laquelle la France est... Mais on n'a plus d'argent. On a eu cette discussion ensemble. On n'a plus d'argent. Elle va au Hamas en plus. C'est pas ce contrôle-là qui m'inquiète, le contrôle budgétaire. C'est le contrôle des sommes folles qu'on donne, notamment à l'OLP depuis des années à Gaza, et qui vont alimenter le terrorisme et la corruption. C'est ça qu'il faut dire. Et le véritable sujet de la reconstruction de Gaza, c'est pas les petits moyens français en réalité. Ça se passe aux États-Unis entre Trump et l'Arabie Saoudite. C'est ça la réalité. Mais vous n'êtes pas inquiet, André, par le contrôle a posteriori de ces sommes folles, comme dit Pascal, qu'on donne et qui servent la corruption ou qui servent à financer le terrorisme et le Hamas à Gaza? Éric Revel. Mais on sait parfaitement, il y a eu énormément de rapports, vraiment André, sur ce que devient l'aide humanitaire à Gaza. Donc au moins, moi je trouve ça invraisemblable. C'est complètement dingue. On aide le Hamas. On aide le Hamas à construire des tunnels. On aide le Hamas à endoctriner les enfants. Vous croyez que c'est fini? C'est terminé. Vous croyez que le Hamas n'endoctrine plus les enfants? C'est terminé le Hamas? J'espère. Je reviens d'Israël, vous me l'apprenez, c'est une bonne nouvelle. J'espère que... André Valigny, moi j'ai l'impression qu'il y a, en fait, j'ai l'impression qu'il y a un tel divorce entre ce que portent les Français. Ce que je dis là, allez, on demande un sondage aux gens,
80% des gens peut-être sont d'accord avec moi. Mais c'est trop vague, c'est trop général ce que vous avez dit. Il faut savoir exactement où va cette aide moi j'ai une contestation. Si ça va dans les hôpitaux pour les enfants, si ça va... Mais il n'y a pas que le Hamas à Gaza, il y a une population civile qui souffre. Mais d'accord, mais moi je veux bien entendre ça. Mais pourquoi on ne le donne pas au Soudan? Pourquoi on ne le donne pas à l'Afrique? Mais pourquoi on ne le donne pas à tout le monde à ce moment-là? Pascal, si je puis vous faire une objection, vous reprenez ce qu'on disait dans les années, je crois, 50, me semble-t-il, la Corrèze plutôt que le Zambèze. Moi, je ne suis pas tout à fait d'accord sur le principe d'une façon générale, c'est-à-dire on doit choisir, ça doit servir aussi notre politique. Quelle politique ça sert? Mais moi les bons sentiments, c'est pas une politique. Écoutez, je vais vous dire quelque chose. Je voudrais que les Français soient dans la boucle de tous ces sujets-là. Il n'y a pas un Français qui préfère qu'on donne de l'argent à Gaza plutôt qu'aux agriculteurs. Voilà, ça va quoi. Je suis désolé de vous le dire. De la même manière, je citais l'exemple des APL pour les étudiants étrangers. Ça serait formidable si on pouvait aider les étudiants étrangers. Mais je pense qu'il faut effectivement d'abord aider les Français. Et je m'étonne que des partis politiques ne prennent pas cette position. Pardon, mais vous avez la majorité en disant ça, mais ça me paraît quand même, si vous voulez, de dire notre seule ligne politique. Il se trouve qu'on peut aider la France aussi en aidant à l'étranger. Mais alors je veux bien, dans quelques cas, bien sûr, mais tout ça est dévoyé. Vous le savez comme moi. Dévoyé, toutes les associations bidons. Là-dessus, oui. Bon, bah c'est tout. Bidon, oui. Pascal, à ce que vous venez de dire, Thomas Bonnet. Sarah Knafo, par exemple, a dévoilé des projets financés par l'aide publique au développement, donc par l'argent français. Honnêtement, on a vu des projets, mais c'était lunaire. Mais bien sûr. Il a fallu qu'elle en parle pour qu'ensuite il y ait une réduction de l'argent attribué à cette, je comprends même pas. Donc il y a bien un problème. En fait, je ne comprends pas, André. Vous n'avez pas tort sur tout. Mais j'ai surtout raison. Non, vous n'avez pas tort sur tout. Vous avez quand même là-dessus. Vous avez quand même peur de vouloir réduire et caricaturer à ce point l'aide au développement. J'ai été au gouvernement en charge de l'aide au développement. J'ai sillonné le monde entier et je peux vous dire que la plupart de cette aide, une énorme majorité de cette aide au développement, sert à faire des hôpitaux, à construire des hôpitaux, à soigner des enfants malades. André, moi j'ai sillonné la France. Contre le paludisme et la tuberculose. J'ai sillonné la France. Oui, moi aussi je la sillonne plus que vous. Plus que vous. Ah non. Ah moi j'y suis tous les week-ends. Mais il n'y a même pas d'hôpitaux en France, André. On fait des cagnottes pour ouvrir des scanners dans des hôpitaux. Mais André, on fait des cagnottes pour ouvrir des scanners. Enfin, si vous voulez un scanner à Angoulême, vous n'y arrivez pas. De quoi on parle ? Arrêtez de dire, c'est insupportable en fait. Pensez aux Français. Non, ce qui est insupportable, c'est de faire de la démagogie sur l'aide au développement. C'est tellement facile. Même les États-Unis de Trump font de l'aide au développement. Ils ont arrêté. Même les États-Unis de Trump. À Gaza, l'aide publique au développement, il faut totalement la réorienter. Vous savez pourquoi ça marche aux États-Unis ? Parce que ça sert le business américain, ça sert les entreprises américaines. Ça sert aussi en France, on fait de l'humanitaire. On change de sujet. On n'y arrivera pas. On n'y arrivera pas. Mais pas toujours. Vous savez très bien. On y les bons sentiments, on n'y arrivera pas. Arrêtez avec les bons sentiments. On n'y arrivera pas. Vous voulez une France égoïste, recroquevillée sur elle-même, mais les bons sentiments, ça fait pas non plus une politique. Détestant tout le monde. Le général de Gaulle se retournerait dans sa tombe. Les bons sentiments ne font le général de Gaulle, vous savez combien il y avait d'aide au développement sous le général de Gaulle ? Oui, mais avec l'inflation. Combien ? Il n'y en avait pas. Il n'y en avait pas. Ah bon ? Non, il n'y en avait pas. Je suis allé voir avant. Il n'y avait pas la coopération. Non, il n'y en avait pas avec la communauté française. Ah ben ça, c'est autre chose. On avait des militaires dans toute l'Afrique. Il y avait un ministre de la coopération. Il y avait un ministre de la coopération. Mais André, on avance. Pour une raison très simple. On avance. En pleine décolonisation, les pays devenaient indépendants. Il n'y a pas eu d'aide au développement versée à ce moment-là. Vous savez très bien. On avance. On avance. Mais bon, on n'y arrivera pas. N'oubliez pas l'argument majeur. Si on veut vraiment lutter contre les flux migratoires, il faut développer les pays pauvres pour que les pauvres gens ne soient pas obligés de quitter leur domicile, leur famille, leur pays. La vraie solution face aux flux migratoires, c'est l'aide au développement. Votre problème, c'est que vous pensez que les sentiments font une politique. Mais je ne vous parle pas de sentiments, je vous parle de réalité. De réalité. Vous parlez de pauvres gens, c'est des sentiments. Tant que la France n'aura pas stabilisé sa dette, je vous propose une nouvelle expression. Après ouvrir le capot, je vous propose fermer les écoutilles. Est-ce que ça vous va ? Ah non, pas du tout. Tirer les cordons de la bourse. Non. Fermer les écoutilles. On a ouvrir le capot. La France, on barricade la France. Fermer les écoutilles. On barricade la France. Ah oui, alors. Et on se débrouille tous. On barricade la France. Alors on est très barricadés, vraiment. Les gens nous écoutent. Et
ils feront leur opinion. Exactement. Voilà. On Et ça, c'est la barricade meilleure la chose. France. Bon, on va écouter la Marseillaise, ça vous va? Ah oui, la Marseillaise, oui. Du Parc des Princes hier soir. Incroyable. Magnifique. Magnifique. Allez, on l'écoute. Tiens, ça va nous faire plaisir. On se lève ou pas? Pourquoi pas? On pourrait se lever. Oui. Bon, écoutons la Marseillaise. Hier, au Parc des Princes, 50 000 personnes. Et bien, vous voyez, il y a quelque chose qui ne changera jamais. C'est que quand on entend la Marseillaise, on a des frissons. Bien sûr. Ouais. Et cette Marseillaise, en plus, il n'y avait pas la musique. L'acoustique du Parc des Princes est très particulière. Elle est géniale. C'est génial. Bien sûr. Mais c'est le plus beau stade du monde, le Parc des Princes. Et il a été construit dans les années 70, quand on construisait des TGV, le Concorde et le Parc des Princes. Et il n'a pas pris une ride. C'est une merveille d'architecture, Monsieur Taillibert. Mais vous savez, Pascal, hier, on a vécu quand même un On va le moment... vendre. Non, on va pas le vendre. il va y On va avoir pas vendre des le travaux. Parc des Princes. Il va y avoir des Elisabeth, enfin. Je croyais qu'il Mais à qui voulez-vous le vendre? Ils vont croyais augmenter qu'il le nombre de était places. question que Mais non, le non, il pourrait être PSG vendu au change. Parc il pourrait être vendu au Paris Saint-Germain, ce qui serait la moindre des choses. Non, Le mais Paris juste Saint-Germain hier- est quasiment le seul. Pascal, juste ce qui rend Éric Revel. ce qui rend le moment très fort, et vous avez raison, quand on écoute la Marseillaise, on peut être qu'ému. Mais évidemment, il y avait ce jour incroyable hier, on en a parlé, la commémoration des attentats du 13 novembre. Pendant un match de football il y a 10 ans. C'est ça aussi qui a rendu hier, me semble-t-il, cette Marseillaise a cappella de manière éblouissante. Et je vais vous dire, non, mais oui, mais vous l'avez pas dit. Moi je le dis. Moi je le dis. Et cher ami, et je vais vous dire, les vous déclarations faites bien. même des joueurs de foot, et je pense à celle de La première fois que vous Mbappé. êtes mon rédacteur en chef, parce que quand vous avez failli l'être, vous n'avez pas voulu l'être. Ça y est, c'est reparti. Et donc, Ah ouais, non, mais n'oublie pas, hein. non, mais Rien ne se perd. Mais il faudra écrire quelque chose, Pascal, un jour. Ou alors, si vous voulez, on peut peut-être faire une interview livre tous les deux et s'expliquer sur ce grand sujet. Cette coiffure à la Robert De Niro, Oui, va oui, vraiment oui, très oui, bien. oui, oui. Je Non, trouve mais- que plus le temps passe, plus vous ressemblez à Robert De Niro. Merci, Pascal. Non, mais vous êtes. Ce qui est bien avec vous, c'est que vous avez 3 obsessions. Il y en a une que vous avez abandonnée, c'est la quarte. Ah oui. Que vous poursuivez, c'est je ne suis pas non. rancunier, moi je vous aime, alors vous m'avez non. haï. Non, et la non. dernière, c'est vous ressemblez à Robert Non, De mais Niro. ça, c'est une obsession avec vous, parce qu'avec monsieur Fenech, j'ai d'autres obsessions. Ah, ça, je sais pas. Je me croyais un peu à l'abri. Bon, terminé, Mais Robert. non, mais je voulais souligner ce moment parce que si vous voulez, au-delà Are de you tout... talking to me? Alors, il y en a une autre phrase. C'est laquelle? to Mais fuck my wife. Ah oui. Mais c'est vrai que. Attendez, sérieusement. Non, On mais peut faire arrêtez. un gros plan de Robert De Niro. C'est vendredi. Non, mais on a le c'est droit vrai, avec c'est un vrai. peu plus de Non, légèreté. mais- Mais est-ce qu'on peut serrer un peu? Non, mais arrêtez. vous êtes le sosie officiel de Robert De Niro. Non, mais- je vous jure. Mais je vais, après avoir incroyable. avoir eu des ennuis avec Sud-Ouest, le grand journal PQR sur Pourquoi ma candidature à la Quarte, maintenant je vais avoir des ennuis avec... Avec qui? Mais non, mais je sais pas. Mais, Non, Robert De Niro, c'est mais il plutôt fait flatteur. 1m60. Avec Madame De Niro. Voilà. Mais il fait 1m70, il a 80... il fait 1m70, Oui, il est Robert tout De petit, Niro, enfin, ouais. 75. Ouais. Oh, bah, c'est pas gentil de dévoiler alors, ça. mais terminé. enfin, Bon, alors, je vais franchement, juste terminer parce que hier on a vécu quand Femme même un moment d'entrée. très fort. Vous J'ai venez trouvé- d'insulter des gens qui font moins d'un mètre 60. Oui, Je exactement. préviens, ça c'est quand même pas très Mais joli. Pascal, Je me permets, vous savez très c'est bien... pas très joli. Vous savez très bien que quand vous êtes à côté de moi, vous êtes un petit peu plus petit, en taille. plus petit que vous En taille. Ah oui Oui. Non, mais je voulais dire que hier, c'était quand même une très forte émotion. On a tous décrypté ces événements, mais moi, ce qui m'a frappé, on a vécu quand même une sorte de moment d'unité nationale hier. Pas Non, mais- Oui, je voulais. Eh ben moi, je l'ai ressenti comme ça. qui était bon je peux vous le public, dire. hein. Mais je suis pas bon Non, mais je public. peux- est-ce qu'on Une peut- unité nationale où le RN n'était même pas invité. hein. Oui, ouais. c'est vrai. Ah bah, c'est mais vrai, vous mais savez, c'est une unité, mais c'est notre deux ami tiers Bonnet des Français. donnait l'explication de la mairie de Paris. Pourquoi Bien ils sûr. n'ont pas été invités? Parce qu'ils n'ont pas Eh ben, on d'élu. va en parler. On va en parler dans 2 secondes. On parle d'abord Mais il va aller me chercher. Emmanuel Macron. On va parler. Ah ben d'accord, si on va parler du 13 novembre, ça, c'est... Eh ben, on en parle à l'instant avec Emmanuel Macron La d'abord. foire à la bougie, là, ça va. Ah, non, mais bon. Je suis désolé, moi je... Non, ça marche C'est-à-dire, pas. non. Mais pourquoi Moi, je rentre d'un pays, je rentre d'Israël, où, évidemment, il y a des bougies, des nounours, tout ce que vous voulez. Mais on se bat quand même Elisabeth Lévy. contre l'islam radical avec autre chose que des rodomontades comme celle que j'ai entendue hier soir, avec autre chose que des mots, avec autre chose que nous ne céderons pas. Et j'arrive ici, si vous voulez, ce que je vois, c'est que l'islam progresse partout, que le Gaza a fini, a mis la cerise sur le gâteau. Maintenant, c'est acquis dans la jeunesse que Israël, c'est le monstre de l'affaire. Et on nous dit, c'est un merveilleux moment d'unité Oui. nationale. Mais de qui se moque-t-on? Eh ben, pas de vous. Je n'en peux plus Eh ben, de moi, ces je vous le dis. rodomontades. J'en Eh peux ben, plus moi, des je vous le dis, bougies. Elisabeth. il a J'en le droit. peux plus d'entendre Non. Emmanuel Macron nous dire Hommage la à la nation mémoire des sera disparus. gardée. On comprend même Mais pas ces enfin, phrases. mais Bon, enfin. on va écouter. Non, mais il n'est pas d'accord avec vous. Oui, il a le droit, je j'ai le sais, droit. pardon. Non, mais si vous voulez, je suis en colère en fait. Bah, vous êtes en Oui, colère. vous êtes toujours Vous êtes en colère. Non, c'est pas vrai, mais Vous êtes là, en colère je... peut-être depuis.
Non, mais non, mais... cette célébration m'a vraiment mis. Mais qu'est-ce que vous voulez faire? C'est la célébration, c'est comme la célébration du 11 novembre. Est-ce qu'on peut essayer de dire autre chose dans les célébrations? Est-ce qu'on Non, peut il a parlé du terrorisme islamiste hier. Pardonnez-moi, je l'ai dit hier, et d'ailleurs je le dis à Marine Lançon parce qu'on ne l'a pas mis. Mais c'est pas de ça dont il faut parler. Il a dit que le terrorisme islamiste est toujours vivace dans certaines... Parce qu'on parle du terrorisme, on ne parle jamais de ce qui est en train d'avancer et de prendre de l'influence énorme sur l'islam de France. C'est pas le terrorisme, c'est l'islamisme. Elisabeth, votre quota est fini pour l'émission. Vous avez plus... De toute façon, c'est essentiellement ce que je voulais dire. Bon, Elisabeth, il y a un temps pour tout. Hier, c'était des commémorations. Oui. Vous êtes bon public, je ne le suis. Mais je ne suis pas bon public, il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour tout. Non, mais c'est des bonnes formules que vous pouvez. L'avantage de cette formule, c'est qu'on peut on peut comme ça sur n'importe quel sujet. Il y a un temps pour tout. Et l'auteur ne va pas se plaindre. Qu'on peut très bien. C'est des phrases comme ça. Il y a un temps pour le recueillement. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour l'émotion. Il y a un temps pour la réflexion. Exactement. Et je suis en pleine réflexion. Mais il faudrait que vous agissiez maintenant, parce que vous êtes dans la réflexion. Bon, écoutons le président de la République, parce que la Légion d'honneur va être donnée, ce qui est la moindre des choses quand même, aux policiers de la BRI. Écoutons. Ces forces de l'ordre qui sont intervenues, les gendarmes montés du Stade de France, les policiers du quartier du Bataclan, les 2 hommes de la BAC qui en quelques minutes ont ouvert le feu et atteint un terroriste, arme de poing contre Kalachnikov. Ces hommes de la BAC 75, de la brigade de recherche et d'intervention, du RAID en appui, tous ceux qui ont envoyé à leurs familles ce soir-là des messages d'amour qu'ils pensaient devoir être les derniers et qui y étaient prêts. Ces policiers, intervenus dans les colonnes Alpha et Bravo pour neutraliser les assaillants et qui seront élevés dans la Légion d'honneur en témoignage de la reconnaissance particulière de la nation. Bon, ça c'est bien. Il aura fallu attendre 10 ans. Oui, il aura fallu attendre. C'est bien quand même. Pour des questions de quotas, de contingents, de nombre de décorations dont on pouvait disposer. Ces gens ont risqué leur vie. Oui, mais je suis d'accord. Et ils ont sauvé des vies. Je suis d'accord. Il y a très longtemps, là, on est en train de réparer une injustice manifeste qui était réclamée par les acteurs, ceux qui sont rentrés au Bataclan, que ce soit la BRI, les BAC, enfin le RAID. Ils méritent. Il n'y a que les chefs de service qui ont été décorés. Il n'y a pas de raison que tous ceux qui ont pris des risques ne soient pas décorés. Vous avez et j'ai appris ça vraiment avec satisfaction. Et vous avez et c'est arrivé. Pourquoi ça a été décidé? Parce que c'est toujours pareil, parce que ça a été ça a été dans l'espace public. Alors, écoutez ce qu'il a dit sur le terrorisme islamiste, puisqu'il en a parlé, le président Macron. Il a dit le contraire. Oui, il y a un temps pour tout. Les disparus du 13 novembre ne sont pas simplement des victimes de la haine, ni d'une abstraction vague. Les concepts n'ont pas de main. Ils ont été tués par des terroristes, porteurs d'une idéologie islamiste identifiée, active, structurée en réseau, en zone d'influence, avec ses codes et ses modalités d'action, désireuse d'annihiler la vision de l'humanité que porte notre pays par son histoire, son action présente et sa vision de l'avenir. Bon, écoutez, il dit les choses. Qu'est-ce que vous voulez? Moi, je suis assez critique. Laissez-moi juste une phrase pour clarifier ce que je dis. C'est que lutter contre le terrorisme sans lutter contre la réalité islamiste qui est en train de s'étendre partout ne sert à rien parce que ça produira, et en plus on les produit en interne, de nouveaux terroristes. On fait les deux. On fait les deux. On fait les deux. Ah bon? On les fait pas peut-être pas. Bon, Thomas Bonnet voulait dire quelque chose. Je veux juste faire une réflexion. Est-ce que je ne sais pas si vous avez vu les plaques commémoratives qui ont été disposées hier, notamment au Stade de France, dans tous les endroits. La mention islamiste n'apparaît pas sur aucune des plaques. On dit les victimes du terrorisme. Mais alors ça c'est intéressant. Voilà, ça c'est intéressant. Mais je suis d'accord avec vous, ça c'est intéressant. Parce qu'on doit nommer les choses à mon avis. Vous avez parfaitement raison. Vous avez parfaitement raison. On disait la barbarie nazie, victime de la barbarie nazie, c'est une expression courante. Et ça, c'est intéressant. Et vous voyez, Thomas Bonnet, c'est très intelligent ce que vous venez de dire. Merci. On ne veut pas heurter l'islam. Comment? On ne veut pas heurter la notion. Oui, mais on fait la distinction. Oui, mais bien évidemment, chacun... L'amalgame, etc. Mais bien sûr, chacun a compris, mais on ne dit pas les choses. Ne pas nommer... Qu'est-ce que vous en pensez, André Vanini? On aurait dû dire terrorisme islamiste? Oui, je pense, hier, on a eu le débat sur le plateau
à midi de Sonia Mabrouk. Et j'ai dit, vous étiez là, je crois. Non. J'ai dit qu'il fallait attendre le discours du président pour savoir si lui allait le nommer, le terroriste. Et il l'a fait. Il l'a nommé. Donc c'est bien. Macron a bien fait de le faire. Mais on aurait pu le mettre sur les plaques. Sur les plaques, en fait, je me dis, c'est Claude Moniquet qui faisait cette réflexion. Bien sûr, mais c'est tout à fait bien. Dans 20 ans, les jeunes qui passeront devant cette plaque se diront, mais de quel il faut changer les plaques. Je suis désolé de vous le dire. Ces plaques, elles dépendent de qui? De la mairie ou de l'État? Alors là, c'est le Stade de France, donc peut-être c'est la mairie de Saint-Denis. Il faut changer ces plaques. Et d'ailleurs, il devrait y avoir un mouvement pour changer ces plaques. Je suis désolé. Ben oui. Non, mais c'est ça, écoutez, si vous en êtes à vous féliciter que le président, au bout de 10 ans, dise islamiste. Excusez-moi, je ne partage pas votre enthousiasme. Et je ne le partagerai pas. Bon, voilà, on va marquer une pause, on va souffler un peu. Voilà, on va souffler. On n'est pas juste dans cette affaire. On n'est pas juste, ça c'est une phrase qui n'est pas liée à la conversation qu'on avait avant. Valigny, déjà François Hollande le nommait. Et il avait organisé la coalition, il avait pris la tête de la coalition. Oui, moi je ne fais pas le... Franchement, on ne peut pas... Sur les mots, je ne fais pas le procès. En revanche, effectivement, il y a, comment dire... on a éradiqué l'État islamique. Le grignotage, expression avec les écoutilles, ouvrir le capot et changer de logiciel qu'il faut utiliser. Le grignotage, il existe. Voilà. On teste. Le grignotage. On continuait la discussion pendant la pause et Georges Fenech regardait les aides. Alors Trump les a supprimées complètement, les aides au développement. C'est 15 milliards. Alors, on n'est pas d'accord avec André Valigny. Moi, je propose simplement une chose. On interroge les Français. Moi, je dis les aides, c'est zéro. Les 15 milliards, c'est plus que le budget de la justice. Maintenant, on ne donne plus rien. Voilà, comme ça. Ça, c'est une proposition que je fais. 15 milliards. André, lui, il donne, et puis on demande aux Français de trancher. Mais vous avez évidemment la trouille, parce que vous avez tous la trouille de ça. Parce que les Français, vous savez très bien ce qu'ils pensent, en fait. Alors vous dites démagogie, bidule, et ça, tous les mots que vous allez employer. Mais les Français, vous les méprisez puisque vous ne les écoutez pas. Donc on interroge. C'est vous qui les méprisez de penser qu'ils vont penser ça. C'est vous qui les méprisez. Écoutez, vous voulez qu'on fasse déjà un tour de table? Il y a un humanisme dans les profondeurs du peuple qui est différent de ce que vous pensez. Moi, je préfère les donner. Alors, moi, je suis pas un humaniste. Et allez dire ça aux entreprises françaises. Je suis pas un humaniste. Écoutez, parce que je préfère donner à la Guyane, au Dom-Tom, à la Martinique. Il faut aider les Dom-Tom, il faut aider la Guyane, bien sûr. Donc, je suis pas un humaniste. Mais c'est pas incompatible. Il faut faire les deux. Si on n'a plus d'argent. Et depuis le général de Gaulle, on fait une politique d'aide au développement. On n'a plus d'argent. On n'en a ni plus ni moins que l'Italie qui continue avec Mme Mélanie à faire de l'aide au développement comme tous les pays développés. On a plus de dettes en tout cas. Mais est-ce qu'on pourrait parler du mot intérêt? Allez, on avance avec le RN. C'est formidable, d'ailleurs, tu te fais traiter de... Tu dis, je veux privilégier les Français, et vous dit... Mais c'est tellement facile. Non, mais ça serve les intérêts des Français. C'est pas facile. C'est facile de privilégier les intérêts des Français. Mais on ne privilégie pas les intérêts des Français. Les 15 milliards que tu donnes pas, tu vas bien les donner aux Français quand même, enfin. Enfin, André Valigny, un enfant de 5 ans, si je ne donne pas de l'argent ailleurs, je vais bien privilégier les Français. Comment vous expliquez que tous les pays développés font de l'aide au développement? Tous les pays développés, sauf M. Trump qui a tout coupé. Sauf Trump. Sauf Trump. Parce que Trump. Vive Donald Trump. Écoutez, les masques tombent. Vive Donald Trump. Mais bien sûr. Les masques tombent. Les masques tombent. Vous avez montré votre apprentissage de Trump. Non mais. Vous êtes Trump. Est-ce qu'on peut avoir une position un peu plus médiane, Pascal? En fait, dans l'Agence française de développement qui gère l'aide publique au développement, il y a des filiales comme par exemple la Proparco qui aide les entreprises françaises à obtenir des marchés dans les pays qu'on aide. Donc, est-ce qu'on peut regarder de près l'aide publique? Voilà. Mais ça, un certain nombre de boîtes françaises en ont besoin aussi, puisqu'on veut créer des emplois sur place pour éviter les flux migratoires. Vous avez bien compris, Éric Revel, vous avez bien compris le rôle que je joue. Je me fais l'avocat du diable, j'entends ce que vous dites, bien évidemment, mais on est obligé aujourd'hui de prendre une position caricaturale et radicale par rapport à cet argent. Quand j'entends ce matin que je me lève et que je vois qu'Emmanuel Macron a donné 100 millions à Gaza, comme l'année dernière et comme il y a 2 ans, ce qui fait 300 millions, et je sais comment ça se passe en France, et les uns et les autres qu'on n'aide pas, je dis qu'il y a quelque chose qui ne va pas dans ce pays. C'est tout. Au Mali, vous pouvez continuer la liste. Bon, écoutons Jordan Bardella. Il n'était pas invité hier, et vous nous direz pourquoi, aux cérémonies commémoratives. Écoutons, Jordan Bardella. Nous n'avons pas été invités, ce que je trouve d'une inélégance
et d'un mépris de la part à la fois du président de la République et de la maire de Paris. Mais les autres partis étaient invités ? Moi j'ai vu monsieur Glucksmann, on a vu monsieur Didier des Républicains, madame Chikirou, je crois, députée de la France Insoumise. C'est invraisemblable. Je veux dire, la commémoration de ce qui a été des cœurs arrachés pour des millions de Français, pour des millions en fait de citoyens dans le monde qui ont vu ces images en novembre 2015, ces massacres atroces, ces tueries qui ont eu lieu à Paris, à Saint-Denis, au Stade de France, devraient unir l'ensemble de la nation. Et quand on est un chef d'État, quand on est la maire de la capitale, on devrait avoir à cœur non seulement de rassembler, mais dans ce type de moment, de faire l'union autour de soi. Je ne veux pas polémiquer dans un jour comme celui-ci, mais je trouve ça inélégant et regrettable. Bon, Thomas Bonnet, pourquoi ? Bon, j'ai mené mon enquête et donc c'est la mairie de Paris qui avait la main sur les invitations. Alors ce qu'on me répond dans l'entourage d'Anne Hidalgo, c'est que le Parlement était représenté par Madame Yaël Braun-Pivet, présidente de l'Assemblée nationale. Les parlementaires parisiens étaient présents, ce qui explique la présence de Sophia Chikirou de la France Insoumise. Elle est élue à Paris. La très grande majorité des places étaient réservées aux familles et le Sénat était représenté par un vice-président. Les présidents de parti, vous avez posé la question hier à Jordan Bardella, n'étaient pas invités, c'est ce que me dit l'entourage d'Anne Hidalgo. Et on me dit aussi qu'ils assument tout à fait de ne pas inviter Jordan Bardella à une cérémonie pareille. Et il renvoie à des propos qu'il a tenus au Parlement européen où il parle de l'islamisation de la France, etc. Donc il y a une teinte politique également à cette non-invitation. C'est une blague. Tout ça, on le dit chaque matin, mais tout ça est contre-productif. Je vous assure, j'attends avec impatience les futures élections. Je ne peux pas vous dire autre chose, parce que tout ce qui s'est passé depuis des semaines et des mois, ça va être intéressant, parce que c'est contre-productif. Tout ça est contre-productif. En fait, là aussi, tu méprises les gens. C'est 35% du corps électoral. Tu leur dis, vous êtes des ploucs, ou vous êtes des imbéciles, ou vous n'êtes pas des humanistes, tu leur dis ce que tu veux. Tu les mets à l'écart de la France. Donc c'est contre-productif parce que les gens ils se sentent effectivement humiliés. Ils disent mais pourquoi on n'a pas le droit d'être représenté ? La raison est très drôle. Je peux dire une chose ? La raison est hilarante, qui va aller dans votre sens. Oui, André Valéry. Je partage ce que vous venez de dire. Oui. Et je ne comprends pas d'ailleurs que le bureau de l'Assemblée nationale n'ait pas été invité en tant que tel. Le bureau de l'Assemblée, parce qu'il y a des RN au bureau. Le bureau n'était pas invité, il y avait que la présidente. La présidente et les parlementaires parisiens franciliens, Geoffroy Didier aussi. Il fallait inviter tout le monde, évidemment. Il fallait inviter tout le monde. Non, mais ne pas inviter le premier parti de France, pardonnez-moi, on pense qu'on veut du RN, mais c'est quand même grossier. Puis il y a une deuxième chose quand même, c'est de voir des représentants de la France Insoumise. Eux, présent. Alors il faut inviter tout le monde. Mais c'est pas ça, André Valéry, mais ces gens... De la ségrégation à l'envers. C'est Éric Revel considéré pour un certain nombre d'entre eux que le Hamas était un mouvement de résistance. Ils ont leur place pour commémorer des attentats islamistes. Mais enfin... Il y a par exemple, je prends un exemple du Bataclan, vous vous souvenez. Mais enfin, un exemple Éric Revel. Un exemple très marquant, Éric Coquerel a participé à l'hommage au Stade de France, puisqu'il est parlementaire en Seine-Saint-Denis. Éric Coquerel, c'est celui qui a dit que Elias Dimzalen, fiché S, qui a été arrêté pour ses propos sur l'Intifada, etc., était plus respectable que Bruno Retailleau. Donc lui, on l'invite à la cérémonie d'hommage au Stade de France. Et quand même, la raison invoquée pour Jordan Bardella, c'est une blague. Elisabeth Lévy. C'est parce qu'il a parlé de l'islamisation de la France. Alors moi, je dis tout de suite, Pascal, vous invitez de drôles de gens sur votre plateau, ils parlent de l'islamisation de la France. Ben oui. Alors, là, on va écouter un moment d'émotion. Un moment d'émotion avec Jess Hughes, qui est le chanteur de Eagles of Metal. Et qui était là ce soir-là au Bataclan. Exactement. Oui, moi je suis plutôt bon public contrairement à vous et sans doute je peux être ému de ces rassemblements, mais j'ai trouvé qu'hier ce moment-là, oui. Ce moment-là, la Marseillaise, les cloches de Notre-Dame, ça c'était émouvant. Ce que je n'ai pas aimé, c'est le côté officiel, les discours, les drones près de la Tour Eiffel aussi, c'était très beau. Est-ce que vous voulez voir Macron était un bon discours. J'ai pas trouvé. En tout cas, il aurait pu être plus offensif sur le terrorisme islamiste, il aurait pu être plus offensif, mais ce mot-là y était, et ces deux mots, l'un à côté de l'autre, y étaient également. Hommage dans l'église de Saint-Ambroise, avec une veillée où les noms des victimes sont égrenés. Regardez ce sujet de Corentin Alonso. Située à moins de 500 mètres du Bataclan, l'église Saint-Ambroise est devenue une chapelle à la mémoire des victimes. Chaque année, le 13 novembre, leurs 132 prénoms y sont prononcés, pour ne jamais oublier. Seigneur, souviens-toi de ceux qui ont quitté ce monde et que tu appelles auprès de toi. Souviens-toi de Stéphane,
Nick, Jean-Jacques, Anne-Laure. 4 minutes d'intense émotion pour l'auditoire. Ça faisait très longtemps que je n'avais pas pleuré, et là j'ai repleuré. À l'annonce des 135 noms, c'était très fort, vraiment très très fort. Après la messe, un oratorio est interprété par le chœur Ephata sur le thème de l'espérance. D'essayer de proposer un petit peu de beauté pour compenser un peu toute la laideur de ces atrocités. Un événement annuel peu médiatisé, mais dont certains proches de victimes ou de survivants, même non-croyants, préfèrent aux cérémonies protocolaires. Vous aviez entendu parler de cet événement? Non. De quel événement? Celui-ci. À l'église, là. L'église. Je l'ai découvert ce matin sur CNews. Voilà, chaque année. Mais ça, c'est l'espace médiatique qui invisibilise bien souvent l'église de Rome, qui rend hommage, et si c'était pourquoi pas un autre culte dans l'espace médiatique qui rendait hommage, eh bien, il aurait peut-être un écho différent. Et c'est assez intéressant, d'ailleurs, de voir comment l'Église en France, l'Église de Rome, est traitée dans les médias. C'est vraiment même passionnant. Parce que, évidemment, pourquoi c'est intéressant? Parce qu'elle n'était pas traitée comme ça il y a 50 ans. Mais la France a changé. Pourquoi vous aurez... Oui, parce que la France a changé, oui. Oui. Il y a vous qui ne changez pas. Vous ne changez pas, vous. Il n'y a que vous. Vous êtes comme Julio Iglesias. Vous êtes le Julio Iglesias de la télévision. On a le droit de pas aimer ce changement. Et il a eu du succès. On a De Niro et Julio Iglesias. On a De Niro, Iglesias, on a des stars. Là. Mais je vais vous dire, c'est drôle ce que vous dites, parce que évidemment qu'elle a changé. La France, oui. Oui, en mieux ou pas? Elle a changé, vous ne pouvez pas figer un pays. Vous ne pouvez pas figer un pays à l'instant T. Mais est-ce que c'est mieux ou est-ce que c'est pas mieux? Tous les pays évoluent, tous les pays, et heureusement que les pays évoluent. Moi aussi, j'ai la nostalgie des années 70, quand j'étais au lycée, comme vous, que j'aimais la variété française. On a tous la nostalgie de son adolescence. Mais vous, ça ne vous passe pas. Hein. Il faut vraiment vous habituer à ce que la France change. Oui, Pascal, mais le problème, c'est que si vous me permettez que la France change, moi, j'ai aucun souci. Bon. Que ce ne soit plus la France, ça m'ennuie. Mais c'est toujours la France. Ah bon? C'est toujours la France. Ah bon? C'est toujours la France. Dans quel monde? Mais dans quel quartier? Mais moi, j'habite en province. Oui, moi. d'accord. Mais dans certains quartiers, c'est un peu moins la France, quand même. La France des profondeurs, je la connais, j'y vis. Je suis élu depuis 33 ans par la France. Est-ce qu'on a le droit la de France ne pas aimer rurale. ce changement? Est-ce qu'on a le droit de dire que tout changement n'est pas un merveilleux progrès? Il y a des changements positifs. Est-ce qu'on a le droit de dire, de penser que c'est peut-être foutu? Il y a des changements positifs, d'autres qui sont moins positifs. Évidemment. Non, mais peut-être qu'il y a des endroits où il y a peu de traces des mœurs françaises. Est-ce qu'on peut dire ça? Quand on a ghettoisé certaines populations, oui. D'accord. Ah, c'est de notre faute, allez. Mais il reste encore des endroits, parce que... Quand on a accueilli certaines populations aussi, peut-être. La Corse, par exemple. C'est pas seulement quand on les a ghettoisés, Allez, Boualem Sansal a eu un appel téléphonique hier et avec son confrère et soutien Kamel Daoud. Je vous propose de voir le sujet de Marine Sabourin. Notre confrère journaliste parle de l'écrivain comme d'un homme qui n'a rien perdu de sa lumière. Un homme à la voix enjouée, solide et chaleureuse, après une incarcération sous très haute sécurité en Algérie. Notre confrère Kamel Daoud lui demande son état de santé. Je suis costaud, tu sais. Je ne vais pas être détruit par une petite année de prison. Coupé du monde pendant 361 jours, Boualem Sansal n'a pu ni lire ni écrire. Un isolement total, excepté lors des visites de son épouse Nazia. Tu as eu l'occasion ou la liberté de lire ou pas? Lire, c'est interdit. Des livres de religion ou en arabe, c'est tout ce qu'il y a là-bas. Mais il y a un trafic de livres en cachette. Tu les payes avec des cigarettes ou avec des gâteaux. Avec ça, tu peux en avoir. Depuis sa cellule, l'écrivain entend quelques vagues rumeurs sur la mobilisation menée pour sa libération. J'ai quand même compris que ça bougeait partout. Je l'ai senti à un moment donné quand le régime carcéral a changé. J'étais dans un quartier de très haute sécurité. Je n'avais pas vraiment le droit de parler souvent aux autres prisonniers ou de les approcher. Par téléphone, l'écrivain souhaite délivrer un message d'optimisme et d'espoir via notre confrère. Tu dis bonjour la France, Boualem revient, on va gagner. Bon, ce que je trouve sidérant, c'est l'indulgence médiatique pour ce régime. Je ne peux pas vous dire autre chose. Quand je vois tous les papiers ce matin, où en gros on explique que c'est de la faute de Bruno Retailleau, si M. Boualem Sansal est resté pendant 1 an. Et quand je fais le parallèle avec Navalny quand il était dans les geôles de Vladimir Poutine, ou que les mêmes n'avaient pas de mots assez durs
pour fustiger à juste titre le régime de Poutine et qu'avec l'Algérie, ils sont d'une indulgence mais totale. Vous entendez cet homme pendant 1 an, otage de la France qui n'a pas pu lire. Et les gens disent, faut retrouver, une coopération, faut l'apaisement. Et Laurent Nunez va peut-être aller en Algérie. Les coups de fil ont marché. Mais écoutez, vous parliez des coups de fil à la presse mais quel monde, quel monde, Georges Fenech. Ce que je n'ai pas aimé, c'est que le président remercie l'Algérie, alors que... Mais il ne s'est pas remercié, on se soumet. Rappelez-vous quand il parlait de détention arbitraire concernant... Et on remercie un régime qui détient arbitrairement et qui libère. Il a fait pire. Il a remercié l'humanité du président Tebboune. C'est pas normal. L'humanité du président. Et vous trouvez bien que Laurent Nunez aille en Algérie? Oui, il faut continuer à avoir des relations, ne serait-ce que pour la sécurité du pays. Il y a une coopération des services secrets algériens et français. Cela dit, l'Algérie est une dictature vous ayez parlé de Éric Revel, de Navalny, l'opposant, qui avait été se faire soigner d'ailleurs en Allemagne lorsqu'il avait été empoisonné avant finalement de mourir, parce que l'Allemagne est devenue le centre diplomatique de l'Europe. Ils ont aussi accueilli la poétesse chinoise Liu Xia, si je me souviens bien de son nom. C'est-à-dire qu'en fait, même diplomatiquement, on s'en remet à l'Allemagne. Et puis je vais vous dire, on a assisté à un spectacle que j'ai trouvé incroyable. À la une du Monde, du site du Monde, il y avait une cohorte de grands écrivains français. Je mets de côté évidemment Kamel Daoud, qui est un ami de longue date de Boualem Sansal, mais tous ces gens qui faisaient, qui étaient cités dans le papier parmi les plus grands écrivains français, qui venaient au secours de la libération de Boualem Sansal, alors qu'on les a quasiment pas entendus pendant la détention de notre... Écoutons Pascal Bruckner. Moi, je trouve que c'est incroyable. Je trouve qu'il y a une indulgence médiatique, je le répète, pour le régime autoritaire, dictatorial et corrompu. Très corrompu de l'Algérie, qu'il n'y a manifestement... Enfin, ceux qui nous écoutent, là encore, ils se disent, mais tout cela, tout ce que je dis est hélas la vérité. Moi, il me semble quand même, Pascal, qu'on lit souvent que l'Algérie est une dictature corrompue, non? On n'est pas les seuls à le penser. Mais dans le monde, vous le lisez. Mais pardonnez-moi, lisez les papiers, l'apaisement, c'est de la faute de Bruno Retailleau. Effectivement, c'est autre chose. Tout ça, c'est un peu la même chose. Écoutez Pascal Bruckner, qui avait pris la parole et qui a rapporté un échange qu'il avait eu avec le président de la République. Confirmez d'ailleurs que Emmanuel Macron, le président de la République, vous a demandé, vous, Pascal Bruckner, justement de ne pas monter au créneau pour la libération de Boualem. Alors pas à moi, mais à... Oui, alors il a demandé à moi dans un dîner fin septembre organisé pour la reconnaissance de l'État de Palestine à l'Élysée. Il y avait 30 témoins, donc ils pourront le dire. Il a recommandé le silence. Et moi je pense que le silence, c'est le silence des tombeaux. Et le 4 novembre... il avait aussi recommandé au Goncourt et à Philippe Claudel de ne pas trop agiter la sonnette Boualem Sansal, là encore pour ne pas entrer en disgrâce auprès du président Tebboune, qui doit être un homme extrêmement irritable, on a l'impression, puisque même le pouvoir français le ménage. Macron a été très accommodant avec le pouvoir algérien, sauf à un moment, il a dit à la conférence des ambassadeurs, je crois que c'était en janvier de cette année, que l'Algérie se déshonorait, mais ça a été des allers-retours entre l'épreuve de force et les concessions. J'ai été assez choqué, je dois dire, qu'Emmanuel Macron remercie le kidnappeur, qui remercie Steinmeier, le président allemand, c'est normal, mais remercie celui qui a pris Boualem Sansal en otage, c'est incompréhensible. Et là, j'y verrais pour ma part un effet du syndrome de Stockholm. Bon, il n'a pas remercié tout à fait non plus. Il a salué un geste d'humanité, ce qui est évidemment différent. Mais on a une pensée évidemment pour Christophe Glaise. Et puis écoutez Noël Lenoir, qui était ce matin sur l'antenne de CNews, puisqu'elle était la présidente du comité de soutien de Boualem Sansal. Il était à l'isolement total. Il n'a pas pu écrire. On a dit, mais je n'en ai pas parlé avec lui, qu'il avait simplement une télévision. Est-ce qu'il accédait aux chaînes françaises? Je n'en sais rien. Et par conséquent, il a vécu quand même une sorte de martyr qu'il n'avouera jamais pendant 1 an. Mais moi, ce qui m'a frappé, c'est qu'il est au courant de tout. Et il est plutôt sur un mode du remerciement et de minorer l'épreuve qu'il a subie. Sa double patrie, c'est l'Algérie, mais c'est aussi la France. Sa culture, c'est la France. Sa langue, c'est la France. Et j'ai senti que, il était content de revenir à la maison
dans quelques jours, vraisemblablement, il pourra revenir chez nous, c'est-à-dire chez lui. Noël Lenoir, qui était à l'antenne d'Europe 1 avec Dimitri Pavlenko, on la connaissait un peu, Noël Lenoir, elle est beaucoup intervenue pendant un an. C'est une femme formidable. Oui. C'est une femme formidable. Exceptionnelle, oui. Vraiment, on peut aussi parler de Arnaud Benedetti, mais son intelligence, son humanité et ce qu'elle dit, sa rigueur intellectuelle, vraiment, c'est une femme formidable. Oui. Et il faut entendre sa voix. Il n'a pas été invité partout. Hein. C'est important de le rappeler aussi, parce que pendant l'année de détention de Boualem Sansal, il y a quand même des médias qui aujourd'hui s'en félicitent de sa libération, qui n'étaient pas tout à fait... voilà, au premier plan pour en parler. Bon, voilà ce qu'on pouvait dire sur ce sujet. Là, il y a consensus. Oui. Bon, alors il y aura peut-être moins consensus sur Jordan Bardella. Et là, je vais me tourner vers notre Robert De Niro national. Je ne vois pas le rapport avec Jordan Bardella, mais bon. Puisqu'on va parler économie. Grosse. Et hier soir, il a dit « Je suis pro-business ». Et alors, moi, vous êtes journaliste économique de base. Et je voudrais que vous me disiez... je vais poser la question d'ailleurs. Comment qualifier... le RN sur le plan économique? Est-ce que vous êtes un gaulliste social? Est-ce que vous êtes un libéral? Est-ce que vous êtes un keynésien? Est-ce que vous êtes un socialiste? Que sais-je? Bon, comment vous qualifieriez l'inclinaison, l'orientation économique du Rassemblement national? Actuel. Bah oui, actuel. Je vais vous dire. Non, mais je vais vous dire pourquoi. Parce que le FN a été libéral économiquement sous Jean-Marie Le Pen. Ensuite, il a plutôt été étatiste avec Marine Le Pen. Et suivant d'ailleurs celui qui se présentera à l'élection présidentielle pour le RN, on aura, à mon avis, une infusion économique différente. Aujourd'hui, il est plutôt étatiste. Le RN, le programme économique du RN. D'ailleurs, les milieux business... Qu'est-ce que ça veut dire étatiste? Étatiste, ça veut dire que vous faites plutôt une politique économique socialisante de gauche qu'une politique libérale. Je pense qu'il y a un vrai débat à l'intérieur du RN, d'après ce que je comprends, entre les marinistes, qui sont plutôt sur cette ligne populaire, étatiste, et la ligne économique libérale de Jordan Bardella. C'est son électorat. Ah oui, mais alors attendez, oui, mais là il y a un vrai sujet quand même. RN du Nord et RN du Sud. C'est que si le RN arrive d'une manière ou d'une autre au pouvoir, quelle politique économique il met en place? Mais non, mais c'est ça le sujet qui intéresse. C'est pour pas ça que les milieux business. Moi, je vais vous dire, je suis un peu perdu. Jusqu'à présent, je pensais que c'était plutôt la ligne étatiste qui tenait le haut du pavé. Aujourd'hui, j'ai plutôt l'impression que le libéralisme à l'intérieur du RN est en train d'infuser. Regardez les votes qu'il y a eu à l'Assemblée nationale. Je ne suis pas sûr que Moi, j'ai plutôt le sentiment du contraire. Je pense que Jean-Philippe Tanguy, c'est quand même l'homme de Marine Le Pen. Et Jean-Philippe Tanguy, il a cité attaque l'autre jour à l'Assemblée nationale. Ça ne nous a pas échappé. Ils ont voté la suspension des retraites. Exactement. Ils ont c'est un marqueur. Ils ont voté un impôt supplémentaire sur les multinationales. Oui, mais sur les multinationales, c'est encore autre chose. Moi, j'étais sur les multinationales. Franchement, hier soir, Jordan Bardella a dit qu'il est plutôt logique qu'une multinationale paye autant... Oui, que le boulanger du coin. Bah oui, ça s'entend quand même. Oui. Ça s'entend, me semble-t-il. Oui. Bon. J'allais faire cuire tout le monde. Sauf que, Pascal, la multinationale a fait l'essentiel de son chiffre d'affaires hors de France, pas le boulanger. Eh oui. Alors, si effectivement elle fait son chiffre d'affaires hors de France... ça s'entend. Ça s'entend aussi. Bon, alors tout s'entend. Mais, comme le dit si justement notre ami Fenech, il y a un temps pour tout.